On passe en moyenne 6 jours par mois devant des écrans. Comment se souvenir de tout ce qu'on a vu pour en retenir l'essentiel ? Je suis Dario et j'ai 26 minutes pour vous montrer ce qu'est, à l'heure actuelle, la culture web. Dans cette salle du temps d'écran, Internet s'affiche dans toutes les résolutions. Vous verrez des sujets potentiellement mainstream, des tendances et des phénomènes qui transforment la réalité, des questions que certains se posent toujours et des contenus que d'autres devraient regarder plus souvent. Ce qui se passe derrière, sur et dans nos écrans. Bienvenue dans Temps d'écran. Notre tout premier écran donne sur l'extérieur, là où Michael Libert répond à toutes vos questions sur le vocabulaire du web grâce à ses définitions et ses éclairages simples. Direction l'interphone pour la FAQ de la rue. Comment mettre en place un filtre sécurisé permettant aux utilisateurs non appropriés de ne pas accéder à du contenu qui ne leur est pas destiné. Par utilisateur non approprié, j'imagine que vous parlez des enfants, et dans ce cas, il existe des dispositifs de contrôle parental. Pour faire simple, ce sont des outils qui permettent de gérer les paramètres des smartphones, tablettes, ordinateurs et même des consoles de jeux, de manière à restreindre l'accès à certains contenus, de contrôler le temps d'écran ou d'empêcher les téléchargements. Le truc un peu relou, c'est que les options sont parfois limitées et qu'il faut le faire sur chaque appareil. Du coup, c'est intéressant de compléter le contrôle parental d'un appareil avec celui des réseaux sociaux. Le centre familial de Meta permet d'associer le compte Instagram, Facebook ou Messenger d'un enfant avec celui de ses parents et ainsi garder un œil sur ce qu'il y fait. Sur Insta, il existe même des comptes adolescents avec des paramètres de sécurité renforcés. Sur TikTok, on peut limiter le temps d'écran et filtrer les contenus, sauf que rien n'empêche l'enfant de modifier ses paramètres. Certaines chaînes de télé ou des plateformes VOD ont aussi leur propre dispositif de contrôle parental. Netflix, par exemple, permet de limiter l'accès à certains contenus à l'aide d'un code secret. Sur l'Apple Store, sur le Play Store, il y a plein d'applications gratuites qui permettent de sécuriser des données, des photos ou des documents. Il faut faire quelque chose déjà pour que les moins de 18 ans soient moins exposés. Mais est-ce que les mesures sont en cours, européennes ou mondiales, par rapport à ça? Qu'on se le dise, il n'y a pas de mesure à l'échelle mondiale pour protéger les mineurs du côté obscur des réseaux sociaux. Chacun fait sa tambouille dans son coin, à l'image de l'Australie, qui interdira l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans dès janvier 2026. En Grande-Bretagne, la loi sur la sécurité en ligne est appliquée depuis le début d'année. Il est notamment question de fixer des restrictions d'accès en fonction de limites d'âge prédéfinies pour tous les sites susceptibles d'être consultés par des enfants. Depuis février 2024, en Europe, on a le Digital Services Act. Il contient un paquet de règles pour lutter contre la diffusion de contenus illicites et la vente de produits illégaux sur les moteurs de recherche, les sites porno, les sites de commerce en ligne et les réseaux sociaux. On a aussi le règlement européen RGPD qui interdit notamment aux moins de 13 ans d'ouvrir un compte sur les réseaux. En France, on est allé plus loin avec la loi STUDé qui oblige tous les appareils connectés à Internet vendus sur le territoire à proposer un contrôle parental. En 2023, une loi instaurant le principe de majorité numérique oblige les plateformes à refuser l'inscription des mineurs de moins de 15 ans sans l'accord de leurs parents. Elle impose aussi la diffusion de messages contre le cyberharcèlement et facilite le signalement de contenus illicites. Le gouvernement souhaite maintenant que l'Union européenne interdise purement et simplement l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, accord des parents ou non. Quels sont les types de métiers qui risquent de disparaître et comment on fait pour orienter, aiguiller nos jeunes en fait pour ne pas prendre des débouchés qui risquent justement d'être remplacés par l'IA. Si votre boulot est plutôt manuel et que vous n'avez pas déjà été remplacé par un robot, il y a de grandes chances pour que vous soyez aussi épargné par l'intelligence artificielle. En effet, ce n'est pas demain que ChatGPT pourra monter un mur en parpaing ou faire cuire votre baguette, à moins de l'intégrer à un robot suffisamment autonome et performant, mais on n'en est pas encore là. Plus que certains métiers, ce sont plutôt certaines tâches qui sont menacées. Des tâches sans valeur ajoutée que l'IA peut gérer facilement, comme la transcription d'une réunion ou la saisie de données. En revanche, des métiers comme interprète ou traducteur sont sans doute directement menacés à court terme. Il suffit de voir avec quelle facilité l'IA intégrée au dernier smartphone permet de dialoguer avec un touriste dont on ne connaît même pas la langue. Si on veut extrapoler, on pourrait remplacer les acteurs par des avatars générés par l'IA et les taxis par des véhicules autonomes. Sauf que si la technologie le permet aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas de la réglementation qui restreint, par exemple, la conduite autonome en France. Pour les jeunes, il reste plein de débouchés qui ne seront pas négativement impactés par l'IA, à commencer par les métiers liés au développement des IA
et de leurs applications, comme ingénieurs en machine learning ou en robotique, mais aussi les métiers manuels comme plombier, électricien, serrurier, mécanicien, les services à la personne et la médecine, ou humoriste, pourquoi pas. Les algorithmes font tout pour percer son secret. Ils seraient capables de tout pour comprendre comment fonctionne notre temps d'attention, jusqu'à vous montrer 2 contenus en même temps. C'est la donnée la plus importante d'Internet et une technique existe pour booster cette data en dupant notre cerveau. Dans la forme d'Internet, Chloé Bertrand vous détaille ce qu'est le sludge content. Cette vidéo aurait pu vous perdre en 3 secondes. Mais si je fais ça, normalement, vous êtes un peu piégé. Ce que vous venez de voir, c'est pas juste un format anodin sur les réseaux sociaux, c'est une véritable stratégie. Et ça a un nom, le sludge content. Le sludge content, c'est littéralement contenu boueux. Le nom comme ça, il peut paraître peu attrayant. Et pourtant, c'est un contenu dont la principale caractéristique réside dans la présence d'une vidéo annexe, non pertinente, qui attire l'attention et dont le seul objectif est d'augmenter la rétention du spectateur. En gros, les vidéos sont partagées entre ce que le vidéaste veut mettre en avant et la partie sludge, qui sert uniquement à faire rester les gens le plus longtemps possible sur la vidéo. L'objectif, c'est que notre cerveau ne s'ennuie jamais et donc qu'on ne scrolle pas. Le plus souvent, les sludge content incluent des parties de jeux répétitifs, comme Subway Surfer, des vidéos dites satisfaisantes, vous savez ce genre de vidéo qui nous fait sentir étrangement bien, ou alors des dessins animés, ou même tout à la fois. Le but, c'est de vous capter à tout prix, parce que l'attention, c'est la monnaie d'Internet. Et plus vous restez, plus l'algorithme pousse la vidéo. Le but du sludge content est donc de capter votre attention en hackant votre cerveau. Et pour cela, les créateurs de contenu s'appuient sur un levier très puissant, la dopamine. La dopamine, c'est un neuromédiateur, une molécule qui active le système de récompense de notre cerveau. En gros, plus on en reçoit, plus on en veut. Et les réseaux sociaux sont pensés pour envoyer fréquemment des signaux de dopamine. Le cerveau identifie donc la vision de la vidéo comme gratifiante et en redemande. Certains utilisateurs vont même jusqu'à décrire le sludge content comme hypnotisant, parce que ces vidéos jouent sur une surstimulation avec 2 contenus complètement différents et donc qui nous envoient encore plus de dopamine. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Parce que les plateformes comme TikTok, Instagram, YouTube veulent que vous restiez sur les contenus longtemps. Mais en même temps, il y a la contrainte de notre attention limitée, surtout sur les plateformes. Alors, les créateurs de contenu bricolent et testent ce qui marche sur nos cerveaux. Parfois, c'est pour faire passer un message, d'autres fois, c'est juste pour faire du clic, engranger des vues et monétiser. L'écran scindé en 2, ça n'a rien de nouveau. Il est utilisé depuis longtemps par les gamers pour suivre plusieurs parties en même temps, ou par les fans de sport pour jongler entre différents matchs. Mais aujourd'hui, ce format est devenu un outil de communication très efficace sur les réseaux sociaux. Par exemple, Kamala Harris a utilisé cette technique lors de l'élection américaine 2024. Le compte de soutien de la candidate démocrate, Kamala HQ, a posté une vidéo. D'un côté Donald Trump et de l'autre, une partie de Subway Surfer. Et ça a marché. Dans les commentaires, certains affirment avoir écouté toute la vidéo juste parce qu'ils suivaient le jeu vidéo. Parce que l'action continue donne l'illusion au cerveau d'une récompense, même si en vrai on écoute un discours. Mais attention, ce type de format ne convient pas à tout le monde. Certains utilisateurs trouvent cela trop stimulant, voire épuisant. D'autres au contraire apprécient cette intensité parce qu'elle capte mieux leur attention que les contenus classiques. Mais alors comment cette surstimulation affecte-t-elle notre cerveau ? Pour l'instant, il n'existe pas d'études scientifiques spécifiques au sludge content, mais la revue Scientific American a interrogé plusieurs experts. Ils ont fait le lien entre ce format et des recherches déjà menées sur les réseaux sociaux et sur le multitasking. En 2020, une étude a notamment révélé que les jeunes adultes qui utilisent plusieurs écrans en simultané, regardaient une série tout en scrollant sur les réseaux sociaux et en envoyant des messages, présentent une attention et une mémoire affaiblies. En fait, le sludge content, c'est une sorte de multitâche concentrée sur un même écran. Le mécanisme est le même, une partie de votre cerveau essaye de comprendre un discours, un podcast, ou même cette vidéo, alors qu'une autre partie est en train de regarder du slime, ou Subway Surfer. Résultat, votre attention se fragmente et il n'est pas possible de comprendre ou de mémoriser pleinement les informations dans chacune d'entre elles. Aujourd'hui, le principe de sludge content ne se limite plus aux réseaux sociaux. Il est partout, parfois même là où on ne l'attend pas. Par exemple au musée, avec une œuvre pour critiquer le sludge content, ou encore pour les étudiants avec la création d'une intelligence artificielle qui superpose un cours à un gameplay de Subway Surfer grâce à une voix générée par IA. Le but,
aider les étudiants à se concentrer sur leurs leçons en captant leur attention, comme le ferait une vidéo sur les réseaux sociaux. Même si en vrai, comme on l'a dit, les études prouvent plutôt que ça n'aide pas à la mémorisation. Mais cette utilisation du sludge content, qu'est-ce que ça veut dire de nous en tant qu'utilisateurs ? Certains chercheurs, comme la psychiatre américaine Megan Moreno, estiment que notre cerveau s'adapte progressivement à ces formats. Elle compare cette évolution avec celle des séries. Avant, les épisodes étaient simples, centrés sur un héros avec une intrigue linéaire. Aujourd'hui, les séries sont remplies de personnages, de flashbacks, de rêves imbriqués, et pourtant, on arrive à suivre. Et ce besoin de complexité, de rythme et de narration éclatée, on le retrouve aussi dans les contenus en ligne, et le sludge content n'en est qu'un exemple. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est peut-être que le sludge content marche sur vous aussi. Je ne sais pas si le sludge content fonctionne sur vous, mais il y a un autre type de contenu auquel vous pouvez être confronté et qui modifie votre perception. Il s'agit des fake news. Maïwenn Furik a décidé de creuser ce qui se cache derrière une stratégie de désinformation bien rodée qui s'attaque en ce moment au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Voici le fake-off. Saviez-vous que Volodymyr Zelensky avait récemment acquis une résidence ayant appartenu à Adolf Hitler ? C'est en tout cas ce qu'affirmait une rumeur relayée en février dernier au sujet du président ukrainien. À en croire les publications d'internautes peu scrupuleux ou pro-russes, ce dernier aurait déboursé la coquette somme de 14,2 millions d'euros pour s'offrir le célèbre nid d'aigle du dictateur nazi. Pourtant, la demeure est en réalité la propriété du gouvernement bavarois, qui en a confié la gestion à une association dont la mission est d'en reverser les bénéfices à des œuvres caritatives. Pas de vente à l'horizon donc. Bien que cette rumeur soit complètement fausse, elle n'est que la dernière en date d'une longue série de fake news. Complexe hôtelier à Courchevel, hôtel 5 étoiles à Chypre, ancienne villa de Joseph Goebbels, manoir à Londres, en Égypte ou encore à Miami, la liste est longue et toutes ces rumeurs ont été débunkées, notamment dans notre rubrique Fake Off. Mais alors, pourquoi trouve-t-on tant de rumeurs de ce type et qui se trouve derrière tout ça ? En remontant un peu en arrière, on constate que la première fake news de ce genre survient quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022. Dans les premiers scénarios, l'objectif pour les créateurs de ces fake news est de dépeindre un Volodymyr Zelensky prêt à abandonner son pays dans la guerre. Il était suggéré qu'il achetait des propriétés pour organiser sa fuite et quitter l'Ukraine. Après quelques mois, il est devenu assez évident que le président ukrainien n'avait toujours pas déserté son pays. Un second scénario a alors été adopté. Volodymyr Zelensky détournerait l'argent des pays occidentaux. Un récit qui vise à affaiblir le soutien à l'Ukraine et dresse le portrait d'un président corrompu qui détournerait égoïstement cet argent, initialement destiné à la guerre, pour s'offrir de luxueuses villas. Cet argumentaire a connu son efficacité puisqu'il a été repris en France par d'anciens candidats à l'élection présidentielle qui s'affichent clairement pro-russes, comme François Asselineau qui avait repartagé l'une des fake news. Maintes et maintes fois débunké, ce scénario n'a pas mordu auprès des responsables européens et de leurs opinions publiques. Alors, sur ces derniers mois, c'est l'argumentaire utilisé par Vladimir Poutine pour justifier l'invasion de l'Ukraine qui est ressorti du placard à fake news. C'est-à-dire qu'il faudrait dénazifier le pays. Une façon aussi pour la Russie de sous-entendre qu'il n'y aura pas d'accord de paix possible avec Volodymyr Zelensky alors que les négociations piétinent. Mais comme toute fausse information crédible, elles trouvent leur origine dans une part de vérité. Dans ce cas, il s'agit de l'image d'un président corrompu qui vient des révélations des Pandora Papers. Une enquête d'un consortium de journalistes internationaux avait montré, en 2021, que Volodymyr Zelensky n'avait pas déclaré certains montages financiers impliquant des sociétés basées dans des paradis fiscaux. La réalité, c'est que le président ukrainien a bâti sa fortune lorsqu'il était acteur. Sa récente déclaration de patrimoine montre environ 1 million d'euros d'actifs, dont un appartement à Londres, un compte en Suisse, des montres de luxe. À noter que la fortune de l'ancien président du pays, Petro Porochenko, est bien supérieure. Elle est estimée à 1,7 milliard d'euros par Forbes. C'est le moment de sortir notre vidéoprojecteur pour vous diffuser les trouvailles de Quentin Meunier. Avec ses 5 vidéos YouTube garanties sans sludge, votre temps d'écran vous remerciera. C'est vraiment à vous de voir, mais pour nous, c'est à regarder plus tard. « 5 vidéos YouTube à ne pas manquer ce mois-ci, c'est parti. Le combat au quotidien d'Albert, centenaire. Albert a 102 ans,
une poignée de souvenirs et un combat administratif à mener pour faire reconnaître son travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste Benoît Lecor signe à ses côtés un reportage tout en douceur, à hauteur d'homme, touchant, modeste et essentiel. Le mensonge de l'entrepreneuriat sur les réseaux. Vous avez déjà vu des vidéos de mecs qui bossent 2 heures par semaine depuis une piscine à Dubaï et qui gagnent des millions? Mais est-ce bien vrai? La chaîne de décryptage Ami Story démonte les mythes de l'entrepreneuriat version TikTok. Échecs, déprimes et bullshit marketing, tout y passe. Un bon shot de réalité sans filtre. Théo Babac est revenu sur YouTube après 9 mois et il n'a pas changé. Toujours aussi barré, toujours aussi drôle. Dans le Babac Show, il parodie les late shows américains à la sauce absurde, avec sketch, fausse pub et même une interview de Kian Kojandi. On rit, on ne comprend pas tout, mais c'est ça qu'on aime. Toujours envie de ciné après le Festival de Cannes? Dans son émission Le Lien, la chaîne Calmos relie des films qu'on n'aurait jamais pensé rapprocher. Ici, c'est Amélie Poulain et Il était une fois dans l'Ouest. Cinéphile, curieux ou juste fan de connexions tirées par les cheveux, foncez. Et si la Lune s'écrasait sur Terre? Spoiler, ce serait violent mais passionnant. Avec son style visuel léché et pédagogique, la chaîne Kurzgesagt, qui existe en français et aussi en anglais, répond à des questions qu'on n'oserait même pas poser. Science, histoire, philo, une chaîne à binger sans culpabilité. Voilà pour ce mois-ci, 5 vidéos à ajouter dans votre playlist à regarder plus tard, ou bien juste après cette vidéo. Avez-vous déjà entendu une voix venue d'ailleurs? Alors, sans rencontre du troisième type, je vous rassure, dans Superlien, aujourd'hui, on vous fait découvrir un site qui vous permet d'écouter toutes les radios du monde en direct. Je sais pas vous, mais moi je me suis toujours demandé ce qu'écoutaient les gens au même moment à l'autre bout du monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un site qui va vous donner la réponse. Dans Superlien, on va sur Radio Garden. Vous voyez là tous ces petits points? Là, là, là ou encore là? Eh bien ce sont des radios. Toutes les radios du monde entier, des milliers de radios placées sur un globe interactif qu'on peut écouter en direct. Waouh, c'est à la fois jubilatoire et complètement désorientant, j'ai envie de tout écouter, je vais y passer des heures. Allez, on va commencer par la France. Là, évidemment, ce sont les grosses stations, France Info, France Inter, RTL. Mais bon, tout ça, vous connaissez. Je vais zoomer là, au pif. Ah, la radio qui cangrogne. Oula, DZ Fiche Radio, c'est un super nom ça. Bon, allez, je vais prendre un peu de hauteur, on va aller où, tiens? Allez, en Afrique. Radio Cancan en Guinée. Ah, ça c'est cool. Ah, c'est cool, dans cette partie-là, ils donnent les autres radios de la même zone. Allez, je vais dézoomer un peu, on va changer de continent. On va aller voir les Américains. Ah, c'est pas mal ça pour réviser l'anglais. On va aller voir du côté de la côte. Ouais, voilà, c'est bien ça. J'ai envie d'aller voir dans un coin où il y a quasiment personne, un point au milieu de la mer. Hop, au hasard. Ouais, c'est génial. Tiens, ça c'est quoi? Balloon Ride. Take a Ride, mais grave. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, il faut deviner où on est, et là ça donne la réponse, c'est vraiment trop cool. Bon, c'est pas tout, je vais quand même aller voir qui a fait ce site génial. Je vais dans Settings, About Radio Garden. Ah, ils sont basés aux Pays-Bas, Amsterdam. Purée, il y a 40 000 stations référencées, c'est cool. Et on peut même en ajouter soi-même. Ça existe depuis 2016, ça date en fait. Ça a été créé dans le cadre d'un projet de recherche radio et numérique qui a été développé par l'Institut néerlandais pour le son et l'image, ok. Ah ouais, là c'est cool, ils mettent toutes les technologies utilisées pour faire le site. Ah, c'est trop bien. En tout cas, Radio Garden nous montre qu'Internet, c'est pas toujours un flux ultra personnalisé qui nous enferme dans nos bulles et qu'on peut encore s'en servir pour découvrir d'autres humains, d'autres goûts et d'autres musiques. Sont certainement en cours au moment où vous nous regardez, l'anonymat en ligne soulève des inquiétudes. Est-ce qu'il existe encore un vrai respect de la confidentialité sur Internet? En se plaçant de l'autre côté de l'écran, Quentin Meunier a voulu répondre à cette question en prenant l'exemple de 4chan, le plus célèbre des forums anonymes du web. Mi-avril, vent de panique sur les utilisateurs du forum 4chan, réputé comme la poubelle du web, dont certains voient leur identité dévoilée à cause d'un piratage. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est en partie parce qu'en 2006, un Américain a créé un forum pour parler de ses animés préférés que l'anonymat fait peur sur Internet. Aujourd'hui, on parle de 4chan et de l'identité en ligne. Le 15 avril 2025,
le site 4chan est inaccessible. Le site ralentit. Sur l'une des pages, le message « Vous avez été hacké » a été inscrit en gros. Le dernier message posté est un mème sur le film Minecraft. L'un des plus gros et des plus anciens forums du web a visiblement été piraté par un site rival. Sur SoyJack, un autre forum, un internaute revendique l'action. Plus tard, les adresses personnelles de dizaines de modérateurs de 4chan fuitent sur Internet. Le site se faisait pourtant une fierté de protéger l'anonymat de ses utilisateurs. Emiliano de Cristofaro, un professeur d'informatique interrogé par le média américain Wired, estime que cet épisode risque même de marquer la fin de 4chan tel qu'on le connaît, 22 ans après sa création en 2003. En 2003, les États-Unis envahissent l'Irak pendant que Kanye West et les Black Eyed Peas connaissent leur premier succès. Il n'y a encore ni Facebook ni YouTube, mais Internet commence à se faire une place dans la plupart des foyers. Christopher Poole, un Américain de 15 ans, passe des heures sur différents forums. Parmi eux, 2chan, un site japonais. Christopher Poole est fan d'anime à une époque où les séries japonaises n'ont pas encore complètement envahi la pop culture, et surtout, il est séduit par deux particularités du forum. Numéro 1, tous les fils de discussion doivent être accompagnés d'une image. Et numéro 2, tous les utilisateurs restent anonymes. Christopher Poole décide tout simplement de copier le code source de 2chan, le traduire, et créer son propre forum sous le pseudonyme de Moot. Tout début octobre, 4chan est accessible pour la toute première fois. Pensé comme un lieu libre de tout enregistrement, 4chan attire d'abord les passionnés d'anime et de manga. Christopher Poole décide ensuite de créer un sous-forum pour toutes les discussions annexes, puis très vite, d'autres sous-forums sur plusieurs thématiques et hobbies voient le jour. Le succès est rapide, le site atteignant les 30 millions d'utilisateurs en 2008. Et surtout, il devient un incubateur de mèmes. Un joyeux bordel donc, encore relativement bon enfant, où tout le monde partage le même pseudo, Anonymous. Anonymous, c'est aussi le nom d'un mouvement né en partie sur ce forum. Les internautes se lançaient dans des raids contre d'autres sites, comme le jeu Habbo Hotel, avec plus ou moins de bon goût. Mais ça devient un mouvement politique lorsque Anonymous et 4chan s'attaquent à l'église de scientologie américaine. Anonymous is a cause. Scientology is, was, and always will be in effect. Nothing that you have done has stopped Anonymous. Un mouvement protéiforme duquel tout le monde peut se revendiquer et donc forcément un peu pour tout y passe, du printemps arabe à Charlie Hebdo. Avec parfois des méthodes un peu radicales qui flirtent avec le harcèlement. En 2015 par exemple, Anonymous révèle l'identité de 1000 membres du Ku Klux Klan sur les réseaux sociaux. Une pratique bien connue sur internet, le doxing. Et ce n'est malheureusement pas la seule fois où les anonymes ont invité au harcèlement. En vieillissant, le forum est devenu un peu un sale gosse. Revendiquant une modération à minima, 4chan a laissé proliférer des discours haineux, sexistes, racistes et a entraîné le harcèlement de nombreuses victimes. Une partie de l'élection présidentielle américaine de 2016 s'est même jouée sur son sous-forum consacré à l'actualité et la politique, où les partisans de Donald Trump faisaient campagne à grand renfort de mèmes. En sous-marin, l'anonymat sur 4chan a nourri une polarisation du web et de la société depuis une dizaine d'années. Et, comme si elle avait infusé sur tout internet, la violence de ces méthodes se retrouve maintenant partout. Sur YouTube, Facebook, TikTok ou X, le cyberharcèlement est un problème d'ampleur. Pris à leur propre piège par ce récent piratage, les membres de 4chan vont-ils perdre leur dernier bastion d'anonymat ? Une perspective déjà pointée du doigt en 2010 par Christopher Poole. Après s'être caché de plusieurs années derrière son pseudonyme Moot, il est invité à une conférence TED à tout juste 22 ans, où il défendait le principe derrière son forum. Sites like it are kind of going the way of the dinosaur right now. They're endangered because we're moving towards social networking. We're moving towards persistent identity. We're moving towards a lack of privacy, really. We're sacrificing a lot of that. And I think in doing so, moving towards those things, we're losing something valuable. Christopher Poole a vendu 4chan en 2015, a rejoint Google quelques années, avant de quitter l'entreprise américaine en 2021. Depuis, il est, d'une certaine façon, retombé lui aussi dans l'anonymat.
C'est maintenant l'heure de réduire un peu notre temps d'écran et de fermer l'accès à cette salle. Merci d'avoir regardé les résultats de nos nombreuses heures de recherche. On se retrouve à la rentrée et n'oubliez pas, il y a tant d'écrans et tant de choses à découvrir sur Internet. À très vite.